ce qui laisse entendre qu'il ne peut pas y avoir de désir lié à l'amour s'il n'y a pas un minimum de mystère. Si l'autre n'est pas mystérieux, si l'autre n'est pas continuellement un continent à conquérir, un continent à gagner, l'amour se sclérose et le désir disparaît. Si je reviens à quelque chose de plus prosaïque par rapport à ce que je fais dans mon cabinet, je fais de la consultation de couple depuis une quinzaine d'années. 80% des couples viennent consulter pour une absence de désir. En général, c'est le désir sexuel qu'ils vont mettre en avant, mais on s'aperçoit très rapidement que ce n'est pas que le désir sexuel, que l'absence de désir sexuel raconte une absence de désir à d'autres endroits du couple, à d'autres endroits de la relation. Il y a un désir qui s'est affadi, un désir qui s'est édulcoré. Et dans ce désir affadi et édulcoré, il y a une touche d'ennui qui petit à petit se distille. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le quotidien qui tue le couple, c'est l'ennui. Le quotidien peut être désirant, le quotidien peut être érotique. Ça peut être très sympathique de passer l'aspirateur, de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle de manière érotique. Ce n'est pas ça qui tue le couple. Ce qui tue le couple, c'est cette espèce d'ennui qui s'installe, cette sclérose. Mais si on regarde bien et si on entend bien ce que disent les couples qui viennent en thérapie, à l'endroit où le désir pour eux a disparu, c'est que très rapidement on s'aperçoit qu'il n'y a plus de risque, il n'y a plus de vulnérabilité, qu'il n'y a plus de manque, qu'il n'y a plus d'utopie, qu'il y a simplement le poids pesant, effectivement, de l'ennui du quotidien, qui va gagner le couple comme un espèce de cancer relationnel et qui va, bien entendu, très rapidement mettre en place des métastases relationnelles qui vont envahir toute la relation. Donc ce sentiment-là ne peut exister, donc amour et désir ensemble, qu'effectivement, s'il continue à y avoir quelque chose à cacher. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus rien à chercher. Lorsque l'autre est quelqu'un que l'on semble connaître de A jusqu'à Z, comment peut-il continuer à être encore mystérieux? Comment le désir peut s'alimenter? Et le désir a besoin de ce mystère-là. Le désir a besoin de cette vulnérabilité-là pour pouvoir continuer à s'exprimer, à se dire, à vivre et à maintenir la relation dans quelque chose qui l'agrandit continuellement. Donc cette dimension de mystère, elle permet effectivement de donner à la relation une dimension qui va lui permettre d'être dans une curiosité continuelle de l'autre. C'est-à-dire comme si dans le couple et comme si dans l'amour, lorsque le désir était le moteur de l'amour, il y avait continuellement cette question qui se posait, mais qui es-tu toi en face de moi? Qui es-tu? Pourquoi je t'ai choisi? Pourquoi tu m'as choisi? Continuellement cette question de la pertinence de la relation. Vous remarquerez que bien souvent, la plupart des couples quittent la pertinence de la relation. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'idée que de toute manière, c'est évident, c'est sûr, et on pense bien souvent que parce qu'il y a une évidence, l'évidence, c'est pas forcément toujours ça qui est en jeu. Et que dans ce lien-là, effectivement, lorsqu'on va retrouver cette dimension du mystère, l'autre est quelqu'un qui est toujours en train de nous échapper. Et comme l'autre nous échappe continuellement, ça veut dire qu'il crée du manque. Et s'il crée du manque, il y a du désir. C'est ce lien-là qui est à mettre en place, qui n'est pas simple, bien entendu, qui n'est pas évident, mais qui constitue effectivement la base même de l'amour, la base même de la relation et la base même de la force de la relation dans la dimension du désir. Mais en même temps, il y a un danger à marier amour et désir. Le danger, c'est que l'amour peut être l'heureuse dissolution du désir. C'est qu'à un moment donné, à force d'être dans l'amour, on va investir l'autre d'une fonction qui va être une fonction, bien entendu, qui va nous faire du bien, qui va nous aider, qui va nous donner l'illusion de nous construire, mais où en même temps le désir va disparaître. Et là, quand je parle de dissolution du désir, là je suis de façon très directe dans le désir sexuel. Parce qu'il y a plusieurs formes de désir, mais là, dans le désir sexuel. Et là encore, je reviens au travail que je fais avec les couples, et où, bien entendu, lorsqu'ils viennent, c'est voilà, on vient vous voir parce qu'il y a une absence de désir entre nous. Mais au-delà de cette absence de désir,
les couples qui sont là n'ont pas envie de se séparer. Ils viennent me voir, comme ils viennent voir la plupart des gens ici qui sont thérapeutes et qui reçoivent des couples. S'ils viennent faire la démarche thérapeutique, c'est bien parce qu'ils n'ont pas envie de se séparer, c'est qu'ils ont envie encore de faire couple. Mais à quel endroit font-ils encore couple s'il n'y a plus de désir sexuel? Ils font couple à l'endroit de l'amour, c'est-à-dire qu'ils s'aiment. Ils s'aiment profondément, mais ils ne se désirent plus. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on en arrive à une situation qui est une situation très particulière. C'est-à-dire, je t'aime, mais je ne te désire plus. Donc, qu'est-ce que ça raconte, cet amour-là, qui est dépossédé du désir sexuel? Un amour qui va être désexualisé. Donc, et c'est une question qui n'est pas simple, qui n'est pas évidente, et par rapport à laquelle il n'y a pas de protocole préécrit, il n'y a pas d'attitude qui serait juste pour tous les couples et qui permettrait aux couples de naturellement retrouver le désir sexuel. C'est pas si simple que ça. Mais d'une certaine manière, le couple a tellement investi la sphère de l'amour, il l'a tellement idéalisé que le désir, petit à petit, se défait, comme si les deux se défaisaient et se désolidarisaient. Donc, par rapport à ça, j'ai des couples qui sont en face de moi et qui me disent « mais on s'aime profondément ». Alors qu'est-ce qui va faire la preuve de l'amour? Ce qui va faire la preuve de l'amour, c'est tout ce que les gens ont traversé l'un avec l'autre. Et c'est comme si la preuve de l'amour, c'était l'épreuve de l'amour. Donc, et dans ce mouvement-là, nous avons vécu un certain nombre de choses qui nous permettent de dire que nous faisons couple et que nous nous aimons. C'est les épreuves traversées ensemble qui vont donner la pertinence de l'amour. Mais à l'intérieur de ça, le désir disparaît, s'édulcore et va se ranger petit à petit aux oubliettes. Je parle du désir sexuel, bien entendu, et précisément. Donc la question qui se pose par rapport au couple, et que je me pose, en tout cas que je me pose avec les couples que j'accompagne, c'est à quel endroit peut-on, lorsqu'on est encore dans l'amour, retrouver le désir sexuel? À quel endroit? C'est-à-dire que vous avez des couples qui sont ensemble depuis 15, 20 ans, qui s'aiment, qui ne font plus l'amour ensemble depuis 5 ans, 6 ans, de façon très parcimonieuse, et en même temps qui remarquent de façon réelle qu'ils s'aiment, qu'il y a quelque chose effectivement qui est encore inscrit à l'endroit de l'amour. Et là où j'en suis arrivé, c'est en tout cas la base de mon travail, c'est que le désir sexuel ne se retrouve pas dans la sexualité.